Et Emmanuel Macron est attendu sur la question Barkhane au sommet du G5 Sahel. Et pour en parler, Michel Goya est avec nous, colonel des troupes de marine, docteur en histoire et ancien titulaire de la chaîne d'histoire militaire à l'école de guerre. Bonjour. Bonjour Michel Goya. Donc nouveau sommet du G5 à Sahel, un sommet où on va parler évidemment de Barkhane. Quel est l'enjeu des discussions de ce sommet ? Bon, d'abord, il faut rappeler que ces sommets ont lieu régulièrement. C'est pratiquement tous les 6 mois où on fait un peu un point de situation du conflit au Sahel. Là, très clairement, l'objet des discussions tournera autour de deux choses. Autour d'abord des annonces du président Macron de retrait d'une partie des forces de l'opération Barkhane, notamment du retrait des forces au Mali essentiellement. Et puis ensuite, très certainement, on parlera surtout de la situation au Mali, et notamment de la situation politique au Mali. Mais le 14 juin dernier, on a parlé de la fin de Barkhane. Est-ce vraiment la fin de Barkhane ? Non, c'est pas la fin de Barkhane, c'est la transformation de Barkhane en quelque chose d'autre, de la même façon que l'opération Barkhane avait succédé à l'opération Serval, qui elle-même avait succédé au plan Sahel. Il n'est pas question pour l'instant, de se désengager militairement du Sahel. Simplement, on passe à une nouvelle configuration où très clairement, il s'agit surtout d'évacuer, de se sortir, nous Français, de la zone la plus critique, c'est-à-dire au Mali. On a surtout parlé de la France, de l'armée française. Il y a plus de 5000 soldats français qui sont présents sur place. Est-ce que les forces des pays locaux pourraient prendre la relève, Michel Goya ? C'est bien là toute la problématique. Exactement, c'est-à-dire que, si vous voulez, au départ, la stratégie de tout cet engagement, c'est de dire, voilà, nous Français, avec l'opération Barkhane et l'opération Sabre des forces spéciales, nous exerçons une pression forte sur l'ennemi en attendant que les forces armées locales, et notamment maliennes, nigériennes et burkinabées, puissent prendre la relève et aider en cela par une force des Nations Unies, ce qu'on appelle la MINUSMA, et par une mission de l'Union européenne de formation. Mais en réalité, c'était un leurre. On savait, pas besoin d'être grand spécialiste pour comprendre que c'était extrêmement compliqué. Tant les armées locales et leurs États, en réalité, sont affectés de problèmes profonds, de problèmes structurels, et qu'on ne résout pas simplement en assurant des formations techniques et en leur donnant quelques équipements. Ça, c'est beaucoup plus profond que là. Donc au bout de 8 ans, on en est sensiblement au même point. Est-ce que parmi les problèmes des pays dont vous venez de parler, il n'y a pas quand même un problème qui est vraiment un problème dans le problème, c'est qu'au Mali et au Tchad, on a quand même 2 chefs d'État putschistes? Oui, bien sûr, ça c'est un élément fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une instabilité politique profonde, il y a une menace permanente des coups d'État. Alors très concrètement, ça veut dire que les rapports, on va dire, entre les gouvernements et leurs armées sont quand même souvent très particuliers, sont tentés de méfiance. Dès que des militaires maliens sont mis en cause et ils organisent un coup d'État, évidemment ça complique très largement les choses. Mais ça oui, mais derrière tout ça, il y a des États qui sont, et c'est un symptôme, qui sont faibles, qui sont globalement plutôt largement corrompus. Le Mali est un des pays les plus corrompus au monde. Et forcément, et les États, toutes les organisations qui sont en face, qu'elles soient organisations djihadistes ou autres, vous avez plus d'une trentaine d'organisations armées au Mali. Elles n'existent et elles se développent que parce que les États sont faibles. Elles ne sont fortes que parce que les États sont faibles. Et voilà. Et les coups d'État sont en réalité plutôt un symptôme de leur maladie profonde plutôt que le problème principal. Michel Goya, quand on vous entend décrire la situation, on se pose la question inéluctablement, la France ne s'est-elle pas donné une mission trop difficile avec Barkhane ? Surtout avec aussi peu de soutien, notamment des pays européens.
Oui, mais tout cela était parfaitement prévisible. La faiblesse des États locaux, la difficulté pour les nations européennes de s'engager dans des conflits. Concrètement, les seuls soldats européens qui combattent dans la région, ce sont les soldats français. Les seuls qui tombent au combat, ce sont des soldats français. Mais ça, on le savait, c'est pas nouveau. Donc, on s'est engagé dans quelque chose qui, à mon sens, et j'y reviens, on pouvait le prévoir dès l'époque, et je faisais partie de ceux qui étaient extrêmement sceptique sur cette stratégie, qu'on se retrouverait seul, un peu en première ligne, à porter un fardeau, et accessoirement, d'ailleurs, on l'a pas porté peut-être aussi bien qu'on aurait dû le faire. C'est-à-dire que déclenchement d'opération Barkhane, on a réduit les moyens par 2 par rapport à l'opération précédente. Alors, là, on va revenir à ce qui était en 2014 en réalité. En termes d'effectifs. En clair, Michel Goya, si la France se retire de la zone, les djihadistes prennent le pouvoir partout, notamment tous les groupes djihadistes locaux, AQMI, etc., Boko Haram? Pas forcément. D'abord, je rappelle nous, Français, nous ne sommes pas en guerre contre Boko Haram, on pourrait, mais ce n'est pas le cas. Non, en fait, on va se retrouver dans une situation un peu antérieure. D'abord, il faut rappeler une chose, c'est que cette guerre, pour nous, Français, ça nous coûte très cher. Ça nous coûte très cher, évidemment, en vie humaine, mais ça nous coûte aussi très cher financièrement. On dépense à peu près 1 milliard d'euros par an au Sahel. Et toute la question, c'est comment on arrive à préserver nos intérêts stratégiques, nos intérêts de sécurité, de manière en réalité plus économique, tout simplement. Et donc l'idée, c'est de se retirer de la zone la plus critique, le Mali, celle où on est en subit le plus critique, c'est là où on subit le plus de pertes, tout simplement, et de continuer à mener le combat. Mais on peut le faire. On a des bases à Niamey, au Burkina Faso, au Tchad. 80% des combattants ennemis que nous éliminons, c'est par la voie des airs, c'est par des drones et des avions. Et ça, on peut continuer à le faire, même en se dégageant du Mali. Et puis, on conserve toujours on conservera toujours la possibilité de revenir très fortement, comme on l'a fait en 2013 avec l'opération Serval. On a déployé plusieurs bataillons en quelques jours. Ça, on sera toujours capable de le faire si la situation se dégage. Et puis ensuite, il y a toujours sur place une nouvelle force qui, pour le coup, est plutôt prometteuse, qui est la force Takuba, une force d'accompagnement des armées locales et des armées maliennes nigériennes en premier lieu, avec des forces spéciales françaises et européennes. Ça marche plutôt pas mal, et ça nécessiterait d'être un peu développé. Donc voilà. Donc on redessine notre dispositif, rien n'est encore très figé, de manière en réalité non pas à quitter le Sahel, mais à pouvoir rester plus longtemps, tout simplement. Merci beaucoup Michel Goya, colonel des troupes de marine, docteur en histoire et ancien titulaire de la chaire d'histoire militaire à l'école de guerre.